Certaines lectures ébranlent les mythes de votre enfance. OK Joe fait partie de ces livres-là. Son action se déroule en août 1944, quand l'armée américaine libère la France de l'occupant allemand. Ce livre dévoile une part sombre de la libération, où se mêlent sexe, alcool, violence et racisme. Il raconte des exactions commises par des GIs américains envers les populations civiles françaises, des viols et des meurtres. L'auteur d'OK Joe est l'écrivain Louis Guillou. Interprète pour l'armée américaine pendant plusieurs semaines, il a été un témoin privilégié de ces crimes. Pendant plusieurs mois, j'ai parcouru la Bretagne en confrontant son récit aux souvenirs des ultimes témoins de ces crimes oubliés et de leur châtiment. En rencontrant des descendants de victimes qui prennent la parole après 80 ans de silence et de refoulement. Est-ce que vous vous souvenez encore de ce jour-là? Parfaitement, Oui. comme si c'était hier. J'étais allé ce jour-là, j'étais à 2-3 kilomètres de chez moi, et où il y avait une rivière, donc, et comme mon habitude, je plongeais, je nageais sous l'eau quelques instants, et stupéfaction, quand j'ai revenu à la surface, je vois tout le monde qui courait à droite et à gauche de la rive dans laquelle je me baignais, mais impossible d'avoir une information. J'avais beau crier, dire « mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a ?» Personne ne me répondait. Tout le monde courait, mais dans la tenue où ils étaient, les tenues les plus baroques. Il y en a qui étaient à moitié nus. Ils couraient vers un endroit déterminé. Alors finalement, je suis sorti de l'eau. Je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on m'a dit « les Américains, les Américains !» Et effectivement, on entendait comme un bruit de chaîne, vous voyez, il se traîne sur les cailloux. C'était quand même une drôle d'époque. Et puis on ne savait pas ce qui se passait, hein. On ne savait rien d'informations. Hein. On est descendu et on a vu les troupes arriver, passer. Ils étaient couleur terre, tellement qu'ils étaient fatigués. Ces jeunes soldats yankees font irruption dans des campagnes de l'Ouest, vivant sans eau courante ni électricité, comme à l'écart du monde. Opulence des uns, archaïsme des autres. Les rencontres sont joyeuses et fraternelles souvent, mais aussi source de lourds malentendus. Le 6 août, dans sa ville de Saint-Brieuc, Louis Guillou assiste soulagé à l'entrée des libérateurs tant attendus. Mais ces instants de joie sont teintés de malaise devant l'atmosphère de violence, les règlements de compte, les lâchetés, les humiliations auxquelles cet écrivain humaniste ne peut qu'être sensible. Guillou, il pense à la douleur chez les autres. L'expérience de l'humiliation, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son œuvre. Guillou, donc, il a démarré dans les années 20, c'est un fils de cordonnier de Saint-Brieuc, pauvre. Il a commencé par des récits, en gros, représentant ce milieu pauvre dont il était originaire. Et puis en 1935, coup d'éclat avec un grand livre,
vraiment un grand roman qui est unanimement reconnu à ce moment-là comme un grand roman. C'est Le Sang Noir, qui rate de peu le prix Goncourt, qui lui vaut les éloges d'Aragon, de Gide, de Malraux, enfin vraiment des plus grands écrivains de l'époque. Et donc Okedjo, pour le coup, c'est vraiment la posture de témoin à l'état presque pur, avec une sorte de déposition, quoi, très très factuelle de ce qu'il a vu. On est très loin là de l'esthétique très romanesque du Sang Noir. Alors le livre n'est pas présenté comme un roman, il y a écrit roman nulle part, on est vraiment dans le récit-témoignage. Ils ont fait s'asseoir la fille, 20 et quelques années, une petite bonne d'auberge, toute menue. L'un des jeunes gens lui maintenait la tête baissée. Avec une grande paire de ciseaux, il a commencé à tailler à grands coups dans sa chevelure. Un autre se tenait tout près, une tondeuse à la main. L'une des jambes de la jeune fille tremblait si fort qu'on aurait dit qu'elle pédalait. Autour d'elle, les gens rient et plaisantent. T'en fais pas, elle sera au bordel avant 2 mois d'ici. Tremble donc pas comme ça. Tu tremblais pas comme ça quand tu faisais l'amour avec les boches. Elle se laisse faire, elle penche la tête à droite, à gauche, obéissant docilement à la main qui la pousse. Les mèches brunes s'éparpillent autour de la chaise. Son genou tremble toujours autant. Donc Okedjo est pris dans la grande histoire, puis dans l'histoire à la fois de Louis Guillou lui-même, donc à savoir, il a 45 ans, il a été très... sa santé a été en partie altérée quand même par la guerre, on le voit sur les photographies, il est très famélique, il y a quelque chose de mélancolique même un petit peu, ça a été des années très, très dures. Bon. Et donc c'est voilà, sur ce fond à la fois subjectif, individuel et historique que l'histoire se situe. Et, alors il y a cette chose très particulière que Guillou donc, parle anglais, parle même très bien anglais, au point qu'il a traduit donc, des auteurs américains et pas les plus faciles, alors que c'est quelqu'un qui a arrêté avant le baccalauréat, qui n'a pas fait d'université et qui a appris l'anglais lui-même, pour ainsi dire seul. C'est lui qui se trouve devenir pendant 1 mois donc, interprète pour l'armée américaine. La Jeep était en effet devant la porte, le chauffeur au volant. On est monté. « Ok, Joe », a dit le lieutenant Stone. On aurait dit qu'il connaissait la route aussi bien qu'un homme du pays. Il savait où il allait. Les lieutenants aussi. Pas moi. Nous sommes arrivés dans un hameau. Le lieutenant Stone a remis son dossier dans son porte-documents. Il s'est passé ici une très sale affaire, m'a-t-il dit. Voulez-vous demander à cette femme? Ask the witness. Demandez au témoin. C'était la nuit, ton jeune? Est-ce que c'était la nuit? Oui, je sais rien. C'était au mois d'août, donc vers 23h50, il faisait nuit. Les Américains sont venus se perdre autour. Chez nous, il y a beaucoup de chemins, tu sais bien. Oui. Et ils sont venus sur le père de bonhomme, là. Et à cette heure-là, mon père était descendu chauffer un biberon à son bébé avec la lumière allumée, quoi. Et il a dû se dire, les femmes sont là. Ouais, mon père s'est interposé entre sa fille et ce bonhomme-là. Ouais. On défend Catherine qu'il est mort. Hein. Oui. Ouais. Ouais. C'est un beau de mère, vraiment. Ouais. Défendre sa fille contre un viol. Oui, c'est ça. Sa fille aînée. Ouais. Il s'est interposé, il a été abattu. Quelque chose quand même. Et il savait, hein, il a dit à ses fils, à Pierre et François, allez chercher de l'aide, car ici, moi, je vais tuer. Et puis il est rentré à défendre sa fille. Il s'est rendu compte, il a dit, ici, moi, je vais tuer. Oui, il savait. Il était armé, le bonhomme était armé. Donc, Et ça se voyait qu'il avait bu ou pas? Oui, il avait bu. Cet homme-là avait bu, oui. Oui, oui. Pas mon père. Non, le monsieur. Ouais. Oh là là, je me rappelle de cette nuit-là. Ouais. Et ça, c'est à cause des femmes qui sont venues se perdre autour de notre exploitation, qui ont galopé les Américains. Hein?
Et ils ont donné plein de choses aux femmes pour... ils avaient beaucoup de choses, de nourriture et tout ça. Et eux, ils ont donné aux femmes, quand les femmes ont eu assez de choses, elles sont parties. Donc eux croyaient qu'ils auraient profité d'autre chose, sans doute. Louis Guillou est brusquement plongé au cœur de drames dont les scénarios se ressemblent souvent. Des soldats ivres violent ou tentent de violer de jeunes Françaises. Parfois, un proche s'interpose et se fait tuer. Le débarquement en Normandie s'est accompagné à l'été 1944 d'une vague de viols évaluée à plusieurs milliers. Les premières semaines, l'armée américaine laisse faire. Mais devant les plaintes des autorités françaises, elle se décide à sévir. Marie-Louise Roberts a étudié ces violences sexuelles. Elle a décrypté des dizaines de dossiers de la justice militaire. Comment les soldats américains voyaient les femmes françaises à l'époque? I think the stereotype of the erotic French woman in particular was reinforced during the First World War because American soldiers deployed there in 1917 came back and told tall stories of, brothels and beautiful French women and sexy women, and that they were easy women. And the American Army encouraged this view because the average American soldier did not really understand why they were fighting in France. They understood in some ways the Pacific theater because the Americans had been attacked. But in France, even though the French were our oldest ally, they struggled to find a reason to fight and liberate the French people. So the American Army, through the newspaper, which is called Stars and Stripes, which is the GI newspaper, created and recreated the stereotype. And the title would be, "This is what we're fighting for." They showed cartoons and pictures of women embracing GIs and kissing GIs. So this gave soldiers about to arrive the idea that if they liberated the French, they would be not only warmly welcomed, but welcomed into the beds of French women. C'est l'âge que vous aviez à peu près à la Libération. Oui, puisque... Mais voilà. Oh, j'étais intrépide aussi, moi. Ah, mais vous avez l'air décidé, là. Hein. Oh oui. Qu'est-ce que vous voulez, c'était des hommes, hein. Et puis, ils arrivaient du front, hein. Ah oui. Moi, je sais qu'on allait sur la route, et puis, parce qu'on avait 15 kilomètres à faire pour aller chercher nos cartes d'alimentation et tout ça, eh bien, ils s'arrêtaient, ils nous prenaient. Ah. Alors, il y a un jour, ils ont fait une chose, ils m'ont assis, ils m'ont proposé de m'asseoir auprès du chauffeur. Alors j'étais auprès du chauffeur et un autre auprès de moi, et puis celui qui est devenu mon mari, ils l'ont collé par derrière. Alors ils avaient, écoutez, ils avaient un livre où c'était français et puis... Américain. Alors, je ne vous dis pas ce qu'ils me disaient, Ah oui? mais ils ont été tous... Ils essayaient de vous séduire? Tout à fait. Est-ce qu'il y avait du trafic avec les Américains? Bien sûr, les Américains avaient créé un dépôt d'essence très important. L'essence, c'était la manne céleste.
avec de l'essence, vous pouviez faire n'importe quoi. Surtout, c'était l'époque des battages. Les paysans étaient très avides de trouver de l'essence. Monnayer contre du Calvados. On allait directement au dépôt où le trafic se faisait, mais dans une ambiance très joyeuse. On entendait des cris, des rires, etc. Il y avait quelques femmes, quelquefois, des villages ou des villes voisines, qui venaient également chercher de l'essence pour leur mari en particulier. C'est ici que le drame a eu lieu, 21 août 1944, donc dans cette maison derrière. Ask her. Demandez-lui. Oui, la jeune fille était allée au camp. Demandez-lui pourquoi faire. Pour voir, comme tout le monde, a répondu la mère. On disait qu'ils étaient si gentils. Il vous a suivi, a demandé le lieutenant Stone. La jeune fille ne le savait pas. Elle ne s'était pas rendue compte. Il allait faire nuit. On s'apprêtait à aller se coucher quand on a entendu marcher dans la cour. Le soldat avait appelé mademoiselle. Aussitôt la mère avait fermé les volets, tandis que le père verrouillait la porte. Le père a crié au soldat de s'en aller. « Il n'y a pas ici de mademoiselle pour vous. » Le lieutenant Stone a voulu savoir si le père n'avait pas injurié le soldat, si par exemple il ne l'avait pas traité de sale nègre. Non. On lui a dit de s'en aller. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que le soldat, devenu furieux, s'était mis à cogner dans la porte à grands coups de pied. La peur les avait pris. Ils se sont dit que la porte allait céder. Le père et la mère, s'accotant contre la porte, sont restés là longtemps, à pousser. Combien de temps ? Je ne sais pas. Il cognait très fort, la porte tremblait. On poussait toujours. Il s'est arrêté. On l'a entendu marcher et on a cru qu'il s'en allait. C'est là qu'il a tiré dans la porte. Le père s'est écroulé, la moitié du crâne enlevé. La mère n'avait pas compris tout de suite. Ce n'est que plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'elle était couverte du sang et de la cervelle de son mari et qu'elle avait la joue à moitié enlevée. Bon, arrêtons-nous là, a dit le lieutenant Stone. C'est horrible, tout à fait horrible. Bon, il y avait 2 ou 3 lits, donc le lit parental était sur la gauche. Au fond, à cette époque de 1944, devait dormir ma mère. Il y avait des armoires, et puis a priori, il y avait aussi un autre lit qui servait aux garçons de ferme qui aidaient mes parents, enfin mes grands-parents, pour le travail à la ferme. Je pense que dans la campagne plus modanaise, il n'y avait pas. Les gens de couleur noire, on n'en voyait jamais, quoi. Donc, de ce que je crois savoir a posteriori, c'est que mon grand-père, qui avait fait donc la Première Guerre mondiale, avait une vision concernant les Noirs qui était pas top, quoi. Après, dans le détail, je ne saurais pas dire pourquoi. Et donc, ici, quand il était là, ma mère me disait qu'il avait peur, quoi. Il avait peur. À 500 mètres de la ferme de la famille Bignon, le camp d'un bataillon chargé du ravitaillement a pris ses quartiers. Comme toutes les compagnies qui s'occupent de logistique, elle est composée essentiellement de soldats afro-américains qui ne participent que très rarement au combat. Avoir le droit de verser son sang impliquerait l'accès à une citoyenneté entière qu'on leur refuse toujours aux États-Unis.
Sous la pression du lobby sudiste, une ségrégation stricte règne dans l'US Army. Comme s'il y avait deux armées en une. Les soldats noirs ont leur propre baraquement, leur propre cantine et sont toujours commandés par des officiers blancs. Ces jeunes soldats afro-américains de 1944 sont aujourd'hui quasi tous décédés. Pour évoquer cette ségrégation, j'ai retrouvé une interview de l'un d'entre eux, filmée en 2003. The African American Army was officered by white people, usually people from the South who had been racist all their lives and who hated African people. Even non-commissioned officers like sergeants, you know, and of course the captains and the majors and the lieutenants were all white people, usually from the South. So that we were like slaves on a plantation. That's what we felt like, you know. Our father told us, you belong to God and you belong to no man. And you fear only God and no man. So we grew up that way. So to come into an army to fight against a racist, murderous society and be segregated in the act of it, that was unheard of and unbearable, terrible. So this was really what made the meeting with the French farmer so precious to me, because it was so human. Everything was so warm. His wife was crying, he was crying, I was crying. He dug up the Calvados he had buried so that what he called les boches could not have it, you know. And it was just a beautiful moment that I never forgot, and I think is the source of my love for France to this day. Septembre 1944. Guillou porte désormais l'uniforme de l'armée américaine. Il s'installe pour quelques semaines à Morlaix, où il partage le quotidien de l'état-major dans le lycée de garçons réquisitionné par l'armée. La salle des fêtes est transformée en cour martiale pour une série de procès. Le premier est celui du meurtrier du grand-père de Pierrick Pérou. La femme et la fille de la victime ont été convoquées comme témoins. Lors de la confrontation, elles ont été incapables de reconnaître l'accusé. C'était un noir, et il faisait nuit noire. Pierrick, t'étais déjà revenu ici ? Non, jamais. Jamais, non. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ouais. Non, jamais. J'avais entendu parler de Morlaix, de la cour martiale. J'imagine que dans leur tête, elles étaient un peu perdues, quoi, parce que de se retrouver d'abord quitter Plumaudan pour venir à Morlaix, c'est du jamais vu. Voyage. Bah oui, c'est un voyage. Aller à l'hôtel, vraisemblablement, jamais ça n'était arrivé. Être devant des gens qui ne parlent pas forcément français, donc une cour martiale, donc je pense que jamais ils auraient pensé se retrouver dans cette situation-là, quoi. Et donc le lien, c'était Louis Guillou, c'est ça, parce qu'en fait, ils ne représentaient pas la famille Bignon, mais c'était le seul lien qu'ils avaient avec ce procès, quoi. La cour martiale était installée dans la salle des fêtes. Un peu avant 9h, tout le monde était en place, y compris l'accusé. Un chat. Un tout jeune chat, pas 20 ans. Un jeune chat, gracieux, surpris, inquiet, avec ses grands yeux luisants. Un chat triste debout entre deux colosses de la military police armés de carabines, tout seul. Un chat qui ne songeait même plus à bondir. L'accusé s'appelle James Hendricks. Soldat de 2e classe, il est inculpé de meurtre avec préméditation et tentative de viol. Seul noir dans une assemblée de blancs, il garde le silence pendant tout son procès.
La cour est composée d'une dizaine d'officiers. Leurs connaissances de la justice pénale sont limitées. Le jeune avocat d'Hendricks a seulement fait quelques études en droit des affaires. La plaidoirie du lieutenant Bradford a été brève. Il n'a pas cherché à nier l'horreur du fait, ni à lui inventer des circonstances atténuantes. Il a plaidé coupable et a fait savoir à la cour que le meurtrier regrettait profondément son acte. Si horrible qu'elle fût, la chose affreuse dont il avait à répondre n'était qu'un accident. Il n'était pas un assassin. Il n'avait rien prémédité. Il méritait certes un châtiment, mais que ce châtiment fût la prison pour aussi longtemps qu'on le voudrait. Qu'on lui épargnât la corde. Qu'on lui laissât avec la vie une chance de se racheter. Oui, il se retrouve impliqué dans une procédure judiciaire. Et ça, pour lui, ça devait être quelque chose d'extrêmement compliqué. Même si il écrit quelque part, il y a une formule qui est pas mal où il dit il n'est pas toujours facile de se sentir du bon côté. Ça lui répugne, quoi. L'idée qu'un homme puisse se croire au-dessus d'un autre au point de le juger, ça le met très très mal à l'aise. Comment un être humain peut-il juger un autre être humain ? Ça lui paraît impossible, en fait. Il a un grand art de l'autoculpabilité aussi, hein. Il s'interroge beaucoup quand même, et ça c'est une grande qualité, je trouve. Être capable de s'interroger, de se mettre en cause. Se dire, ben oui, la culpabilité elle est chez les autres, mais et moi ? C'est pas quelqu'un qui est blindé, quoi. Il a sa fragilité, et puis il la dissimule pas tout le temps, mais il est en malaise avec ça, oui. Il s'est laissé embarquer, quoi. Il s'est fait embarquer. Après 1 jour et demi de procès et 15 minutes de délibéré, James Hendricks est condamné à être pendu. Le soir même, la mère et la grand-mère de Pierrick Pérou sont reconduites chez elles. L'armée leur remet quelques centaines de francs comme indemnité de témoin, plus quelques conserves, cartouches de cigarettes et paquets de café. Ma mère était traumatisée. Pendant pas mal d'années, elle a eu des soucis de santé. Elle me disait qu'elle avait la peau qui se décollait tellement son corps subissait le traumatisme. Et elle disait dans son jargon à elle, mon sang a tourné. C'était comment le prénom de ton grand-père ? Victor. Victor Bignon. Elle est belle cette photo. Hein. Elle est très belle. Ouais. C'est émouvant. Pas Arsène n'est pas vilain. Non. Non, pas vilain du tout. Non. Je sais pas. Il ressemble à Jonathan. Ça devait être compliqué à l'époque, quoi. Oui, surtout que mon père, il travaillait énormément. Quand c'est les fils qui ont été obligés de prendre la suite, ben, ça a été la catastrophe. Bon, ils étaient jeunes aussi. Hein. Non, pas si jeune que ça. Maman avait 17 ans, c'était l'aîné. Maman avait 16 ans, ils avaient... Et donc, tonton Pierre devait avoir 15 ans, 16 ans. Et pour amener des chevaux derrière le Brabant, c'était pas... Il avait quel âge ? 17 ans. 17. Moi, j'étais d'accord à ce qu'on le pende. Il méritait que ça. Oui, il méritait que ça. Ah, les avis sont partagés. Hein. Non, tante Jeanne ne dit pas ça. Tante Jeanne dit, et Marraine Pentré disait aussi que c'était... Ça ne ferait pas revenir le grand-père. Il était père de famille aussi, effectivement. Ouais. C'est vrai ? Tu es encore un père de famille, quoi. Encore des enfants sans père, encore, quoi. De nouveaux jours se sont passés. La cour martiale a siégé presque chaque matin, et à chaque fois l'accusé était un noir et l'accusation toujours la même. Il est arrivé que l'on jugea plusieurs accusés ensemble, et ils étaient tous des noirs. Un matin, il y en a eu 4. Ils n'ont pas dit un mot. Et pourquoi rien que des noirs ? Ce n'est pas un tribunal pour les noirs. Durant l'été 1944, la police militaire traduit en justice 152 soldats américains pour viol,
parfois accompagnés de meurtres. Sur les 152, 139 sont afro-américains, alors qu'ils constituent moins de 10% du contingent. And what happened there were two things. First, African American soldiers had much more contact with civilians than infantry soldiers. And secondly, if you're a white infantryman and you're moving very quickly through the north of France, moving east, you could have raped a woman and then left the next morning and would never have to answer for it. But if you're an African American GI, you were stationary in Kamsi. So there's no getting away from any accusations. Mais pourquoi toujours des Noirs, Bob? J'ai fini par le lui demander. Ah, c'est un sacré problème. Je sais, Bob. Il paraît qu'il faut être américain pour le comprendre. Il s'est presque indigné. Ce n'est tout de même pas de notre faute s'ils ne peuvent pas voir une fille sans chercher à la violer. The common belief about African Americans was that they were animals, and also that they were hypersexual, that they needed sex all the time, that their male organs were exceptionally large. These are really old American stereotypes. The American Army circulated stories about us to the Scottish people, that we had tails that had been operated on and taken from us. That we were infected with syphilis and other venereal diseases. All these things, this came from our own army. Le fait que les hommes noirs puissent être présents dans la communauté blanche est quelque chose qui inquiète beaucoup les racistes du Sud, et en particulier le fait qu'ils leur prennent leurs femmes. Et donc il va y avoir vraiment des lois qui vont interdire les mariages interraciaux. Enfin, c'est quelque chose qui revient très loin, hein, même après la Seconde Guerre mondiale dans les États du Sud. Donc le mariage entre un homme noir et une femme blanche est interdit. Et le fait qu'il y ait pu avoir des liaisons ou des amourettes entre soldats noirs et femmes blanches européennes, c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour l'armée américaine de l'époque. Et donc, le soupçon de viol va très, très vite partir. If you were accused as a black man, the military authorities would listen to women and what they had to say. They believed them. If it was a white man who was accused of rape, the women would be questioned and questioned and questioned, because here, race was more important than sexism. So racism trumped sexism in some ways. Les soldats noirs sont systématiquement jugés et toujours sévèrement condamnés. Il n'en va pas de même des soldats blancs, comme le remarque Guillou dans son récit. Tout dépend du bon vouloir des officiers qui décident des poursuites à engager. Certaines affaires ne sont jamais entrées dans les statistiques de l'armée américaine. Comme ce meurtre, commis par 2 GIs blancs près de Fougères. On y retrouve toujours le même scénario. 2 soldats ivres poursuivent une demoiselle et commencent à l'agresser. Elle appelle son frère à la rescousse. L'un des soldats tire. Le frère est tué d'une balle dans le ventre. La journée avait pourtant commencé dans la bonne humeur. Le 16 août 1944, sachant que les Américains étaient dans le secteur donc, de la ferme de l'Épine, sont venus donc début d'après-midi, et puis mon grand-père qui avait fait la guerre 14-18, il a dit à sa sœur et à sa fille, en fait, donnez à boire à ces gars-là. Donc à l'époque c'était le cidre, hein, et peut-être, je ne sais pas vous confirmer, mais peut-être qu'il y avait un petit peu d'eau de vie aussi, enfin de la goutte comme on l'appelait ça à l'époque, quoi. Hein. Donc voilà, ils ont bu un coup ensemble, et puis comment dirais-je, les Américains sont partis. Mon grand-père et mon père sont allés faire des travaux dans les champs. Ma tante et puis ma grand-tante donc, sont restés à la maison.
Et en soirée, les Américains sont revenus, mais un petit peu, ils avaient un petit coup, quoi, on va dire. Alors après, ils auraient voulu mettre ça sur le dos de la famille, enfin bon. Toujours est-il qu'ils ont dû fouiller à la maison, et mon grand-père, il avait une carabine. Elle était cachée dans le grenier. Et mon père a toujours eu peur qu'il la trouve. Et en fait, ils ne l'ont pas trouvée. Et les jours d'après, alors je ne sais pas trop combien de jours après, mon père, ma tante et ma grand-tante ont été emmenés à Rennes avec un jeep. Et il y avait dans une grande salle, il y avait des soldats qui étaient tout autour de la salle là. Et donc des chefs leur ont demandé s'ils pouvaient reconnaître les soldats qui avaient fait ça, mais ils ne les ont pas reconnus. Ils ne les ont pas reconnus, non. Et vous savez s'il y a eu un procès après? Je ne crois pas. Étant donné qu'ils n'avaient pas reconnu l'auteur, en fait, c'est entre guillemets, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Ici, on ne jugeait que des Noirs, et on en jugerait encore un demain matin, et sans doute ils seraient condamnés à la corde. Au fait, où les pendait-on? Et qui était le bourreau? Cela se passait sans doute au petit matin comme partout dans le monde, là où l'on pend, où l'on fusille, où l'on coupe les têtes. Guillou quitte l'armée américaine avant que les exécutions des soldats condamnés n'aient eu lieu. Il imagine des pendaisons discrètes et matinales. La réalité est plus cruelle. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris qu'il y allait y avoir cette exécution? La source d'information, c'était le crieur public, qui, après la messe du dimanche, montait sur le mur du cimetière. La foule ayant assisté à la messe était présente et écoutait les nouvelles transmises par le crieur public. Et c'est là qu'il nous a dit que l'exécution du soldat en question, l'agresseur de cette dame, aurait lieu en public, tel jour, vers telle heure. On partait au bourg faire des courses. Et les fermiers nous ont dit, oh, vous savez, il y a une fille, il y a un noir, il l'a emmené dans le caoutchouc, puis voilà. Et il dit, il paraît qu'il va être pendu. Oh ben moi je dis, je veux voir ça, mais papy, moi je veux pas voir ça, qu'il dit. Hein. Et moi je suis restée. L'assistance était assez clairsemée, je dois dire. Il y avait des jeunes comme nous, puis quelques gens du coin, mais qui se sentaient un peu gênés d'assister à ce spectacle quand même, enfin, mais que l'on trouvait quand même un peu normal après tout ce qui s'était passé. Le soldat américain, le supplicié, arrivait, encadré par les militaires et police, bien sûr, habillé apparemment de neuf, avec un manteau, et il passait quand même pas loin du cercueil qui allait être le sien. On avait trouvé ça un peu dur quand même. Alors là, j'ai monté sur la passerelle. On a mis la corde autour du cou. La trappe s'est ouverte et elle a disparu. Alors qu'on s'y attendait pas du tout. Enfin, c'était sans doute volontairement fait. On a attendu quelques instants, que la corde ne bougeait plus. Puis je me souviens, au bout de quelques instants, je ne peux pas évaluer si c'était quelques minutes, peut-être 2-3 minutes, il y a eu comme un frétillement sur la corde. Est-ce que c'était les derniers spasmes du supplicié? Je ne sais pas. En tout cas, presque aussitôt à ce moment-là, le militaire et police, on a vu s'agiter tout d'un coup, ça a été un spectacle presque burlesque, alors que c'était le calme absolu jusqu'alors. Tout d'un coup, tout le monde s'est mis à courir, on entendait quelques coups de marteau. Il y avait une voiture qui a pris le cercueil, hop, hop, en 5 minutes, tout le monde avait disparu. La justice de l'armée américaine en campagne avait fait son œuvre. C'était fini.
Quel souvenir vous avez de ce spectacle-là? Oh. Je pense que je vais vous dire que ça m'a touchée, non, il faut être franche. Je me suis dit, bon, il a fait ça, et l'autre, après tout, c'était les lois de la guerre, là. Il y en a eu un deuxième aussi, pas très loin du même endroit, mais on n'est pas resté là. Ah ben oui, écoutez, je vais vous dire sincèrement, les Américains, ils ne faisaient pas de détails. Hein. Pendant l'hiver 1944, plusieurs dizaines de pendaisons publiques de soldats noirs ont lieu dans des villages de l'ouest de la France, généralement à proximité du lieu du crime, ou au centre du bourg, comme ici à Montour, ou là, à l'entrée du château de Plumaudan. La potence mobile se déplace de village en village. Et au pays de la guillotine, l'US Army a dû faire venir un bourreau du Texas. Using these public displays, these public executions, in order to prove to the French that the United States has everything under control, and the disproportion in numbers that I've tried to explain led American military leaders to decide that we're going to make this a Negro problem. We're not going to make this an American problem. We're going to make it a Negro problem. And scapegoating African Americans for the kind of bad behavior the quote American boy has carried out in this country. Pour vous, M. Kerouet, ce serait ici. Oui. Oui. Mais ce champ-là, on l'a dénommé Aménidus après la pendaison. Oui. Ouais, et puis c'est très fort. Champ-là, c'est très fort de l'avoir baptisé. Excuse-moi, de l'avoir baptisé comme ça. Ouais, Mais ça, ce sont les gens du quartier qui l'ont mis, quoi. Qui ont été marqués aussi. Qui ont été marqués par ça. C'est tout à fait ça. Et comment on peut le traduire? Parc Aménidus, c'est littéralement le chant de celui qui est noir. Oui. Mais le ini, là, c'est un vocabulaire qui est fort. Hein. Mais je ne suis pas surpris que les gens, à l'époque, ont sorti ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque part une petite haine après les Noirs. Je pense que c'est ça. Ces gens qui vivaient en Bretagne ou en Normandie avaient très probablement jamais vu, en fait, de personnes de couleur noire de leur vie. Et c'était un élément d'étrangeté totale. Mais c'est aussi les soumettre à ce type de spectacle. C'est quand même diaboliser le noir. Enfin, c'est faire naître un racisme qui n'était pas nécessairement en eux. Donc c'est vraiment assez diabolique comme mise en scène. 1945. Louis Guillou a quitté son uniforme de l'armée américaine. Il reprend ses habits d'écrivain, vit entre Saint-Brieuc et le Paris littéraire du quartier Saint-Germain. Peu à peu, l'Europe oublie la guerre. La culture américaine fait son entrée massive sur le vieux continent. Cinéma, musique, littérature, même les cinéastes amateurs français rejouent des clichés de la conquête de l'Ouest. La France rurale se reconstruit et se modernise. Elle a hâte de tourner la page. Les victimes des crimes de la libération préfèrent taire leur souffrance pour éviter de paraître ingrates ou d'être montrées du doigt. Tout le côté psychologique n'était rien pris en compte. À ces époques-là, on n'en parlait pas. Mais nous, on voyait bien, la vie de maman, la relation qu'elle avait avec nous, les choses s'enfoncer dans le travail comme elle a fait, se tuer par le travail, ne vivre que ça. C'était évident qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les soirs à pleurer dans son lit et sans rien dire à personne. Moi, si on pouvait au moins dire que on croit que
une reconnaissance pour ma mère, je sais pas. Elle chantait beaucoup aussi. Ouais, elle chantait tout le temps en trayant les vaches. Oui, mais moi j'ai entendu dans les boucheries. Ben oui, on a entendu tous, mais elle chantait aussi. J'ai dû même chercher le prénom de mon grand-père maternel. Je sais pas si tu comprends, quoi. Je trouvais ça indécent. Oui. Irrespectueux de sa mémoire. Ouais. Moi, c'est pareil. Et putain, mais il s'appelle Il y avait un décalage entre l'investissement du... Il y avait une omerta là-dessus, quoi. C'était vraiment une omerta. La famille maternelle et la famille paternelle. Elle n'a que 47 ans, hein, quand elle est morte. Mais quand on ne veut pas faire mal à quelqu'un, ben, on ne sait pas comment aborder les sujets comme ça. Moi, je pense que tout le monde aurait aimé en parler, mais on pouvait pas. Non, c'était comme ça. Louis Guillou va mettre 30 ans pour écrire OK Joe. Il hésite à en faire un roman. Le narrateur s'appelle d'abord Francis, puis François, puis Bernard, et enfin Louis. Guillou assume son malaise et sa culpabilité dans cette histoire, sa responsabilité de petit maillon d'une justice expéditive. Son récit n'est pas un pamphlet anti-américain. Pour lui, la nature humaine est trop complexe pour distribuer des rôles simplistes de héros ou de salauds. Le livre sort en 1976, 4 ans avant sa mort, mais passe inaperçu. La France giscardienne n'est pas prête à égratigner l'image du libérateur. Ah, vous écrivez 5 premières. Au fond, vous êtes un marginal. Vous êtes un marginal de la littérature, vous êtes un marginal de la politique. Vous êtes toujours marginal. Franc-tireur. Franc-tireur. C'est ça. Mais il y a tout de même ce mot tiré dedans, là. Ah oui? Vous serez toujours un franc-tireur, un marginal. Ouais. C'est vrai. Si j'étais plus violent, je serais volontiers un terroriste. Ah? Ouais. Terroriste? Mais je réprouve la violence. Ah bon, ben c'est difficile d'être terroriste et de... Ben justement. Ça vous démange, des fois? C'est en dernier, oui. Ouais. Ah bon? Je me suis aperçu d'une chose bien simple, c'est que on vivait dans un monde dit chrétien, n'est-ce pas? Où personne n'était le frère de l'autre, dit républicain, où les citoyens étaient égaux, c'était pas vrai. Où on était obligatoirement étranger et considéré et tenu pour tel. En somme, un monde d'esclavagistes. Il l'est resté. Et c'est encore comme ça. Je n'ai pas pensé autrement de ma vie entière. Louis Guillou est mort il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, OK Joe trouve de nouvelles résonances, alors que nos sociétés s'interrogent sur les discriminations raciales et les violences sexuelles. En 2022, le livre a été réédité. Cette œuvre littéraire est désormais reconnue comme un témoignage précieux par les historiens. L'armée américaine, elle, peine toujours à bousculer le mythe du libérateur pur et sans tache. Le service de communication du cimetière militaire de l'Oise a refusé que je filme les tombes des soldats pendus. Elles sont regroupées dans le carré des morts sans honneur, reléguées à l'écart des tombes des héros, derrière une entrée de service, inaccessible au public. Ce genre de silence qui se perpétue sur des générations, en fait, ça entache de doutes et ça, à mon sens, ça alimente des discours conspirationnistes ou complotistes sur l'armée américaine. Donc, à mon avis, il faut ouvrir grand, quoi. Il faut regarder là où ça fait mal, regarder ce qui est les mensonges, regarder les injustices, pour pouvoir finalement être convaincu que l'institution dont on parle, c'est une institution qui n'a pas peur de son passé. C'est quelqu'un de la famille qui a dit ça?
J'aurais voulu qu'un jour on en parle officiellement, quoi. Qu'on dise, ouais, les Américains nous ont libérés, mais on va se joindre à la peine des Salins, des Tournellec, qui ont, eux, perdu leur grand-père, quoi. Tué par un de nos libérateurs. Je veux pas qu'il ait de médaille, il n'a pas besoin de médaille. Mais qu'on dise qu'ils n'ont pas fait que du bien, quoi. Mais que le mal qu'ils m'ont fait, c'est petit comme ça, par rapport au bien qu'ils nous ont fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous a fait taire. On nous a pas fait taire. On a créé un coffre autour de nous. Ouais, moi, ma mère, elle m'en a parlé. Mais quand on a commencé à parler, elle m'a dit... Ma mère m'a dit... T'as que ça à faire. T'as cerclé ton jardin? J'ai dit non. Eh bien, il est temps que t'ailles. Tu vois? C'était clos. Je ne sais pas comment j'ai retrouvé ma chambre. Il y faisait aussi noir que dehors. Ni comment j'ai retrouvé mon lit. Je me suis endormi aussitôt, enveloppé dans mes 3 couvertures. Oui, c'est vrai qu'un homme qui s'endort ferme les yeux sur bien des choses.